Je vous jure, il y a des livres où on se demande comment ils ont eu le prix en cours. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier point lecture de l'année 2025 et ça promet. Je vous avoue que j'ai un peu de retard dans les points lecture, donc vous allez en avoir un aujourd'hui et un dans les prochaines semaines. Comme ça au moins je serai à jour et on pourra reprendre les points lecture de manière plus ou moins régulière. Parce que bon, le dernier il date quand même du mois d'octobre, il me semble. Et j'avoue que j'avais un petit peu délaissé ce format. Je savais plus vraiment si j'avais envie d'en faire. Et puis je me suis quand même dit que c'était la base pour une chaîne qui parle de littérature, de parler de ce que je lis, moi, et de vous donner mes avis à chaud sur les dernières découvertes. Ceci étant dit, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à liker la vidéo et à me commenter vos dernières lectures avec évidemment votre avis dessus. Aujourd'hui, on s'attaque à des classiques de la littérature francophone. En premier, je vais vous parler d'un récit autobiographique qui s'appelle L'Analphabète. En deuxième, je vais vous parler d'un prix Goncourt qui a été un véritable flop pour moi. En troisième, un autre prix Goncourt qui, pour le coup, là, m'a énormément plu. Et je ne serais pas étonnée qu'il finisse dans le top de mes lectures de l'année. Oui, oui, je vous assure. Et en dernier, en quatrième, on va parler du classique préféré d'une de mes meilleures amies. Et oui, il était temps que je le lise. Je l'ai lu. Première lecture de l'année 2025, c'est un livre qui est assez court. Et il s'agit de L'Analphabète d'Agatha Christophe. Agatha Christophe, je vous en ai déjà parlé dans mon bilan de mes lectures de l'année 2024 où j'avais lu plusieurs de ses pièces de théâtre. Je me suis dirigée tout naturellement vers son autobiographie, même si c'est pas un genre que j'apprécie vraiment. Ça a vite tendance à m'ennuyer. En tout cas, j'ai été confrontée à très peu de récits autobiographiques très percutants, très intéressants, où j'ai pu en retirer beaucoup de choses. Mais là, je me suis dit, c'est une autrice que je viens de découvrir, que j'apprécie, et j'ai pas du tout été déçue. Le récit fait une soixantaine de pages, il a été publié en 2004 et c'est le seul récit autobiographique de cette autrice. Pour vous faire un petit peu le topo sur la vie d'Agatha Christophe, c'est une femme qui est née en 1935 en Hongrie. Lorsqu'elle a une vingtaine d'années, elle va fuir son pays et arriver en Suisse avec son mari de l'époque et aussi son enfant qui est alors un nouveau-né. Elle va se mettre à travailler à l'usine pour se faire de l'argent et c'est là qu'elle va apprendre le français. Et elle en parle beaucoup de son rapport à la langue française dans son autobiographie puisque son autobiographie est écrite comme toutes ses œuvres, il me semble, en français. Alors elle explique que quand elle était plus jeune, elle écrivait en hongrois, mais que c'est vraiment la langue française qui lui a permis de découvrir l'écriture et de vouloir en faire son métier. Et ça va pas mal marcher puisque elle publie à la fin des années 80 un roman qui va être un grand succès médiatique en Suisse. Alors c'est pas une autrice qu'on connaît beaucoup en France, mais en Suisse ses œuvres sont très très connues là-bas. Elle écrit surtout des romans et du théâtre. Et comme je vous l'ai dit, L'Analphabète, c'est sa seule autobiographie. L'œuvre contient 11 chapitres. Ces 11 chapitres représentent les 11 moments clés dans sa vie, des moments qu'elle considère elle-même charnières dans son identité, dans son envie d'être autrice. On parle notamment de son enfance, de ses parents, de son rapport à ses frères et sœurs. On va ensuite, je trouve, avoir une réflexion un peu plus politique sur le quotidien des Hongrois qui vont être envahis par les Allemands, par les Russes. Et c'est là que va se développer ses premières réflexions sur sa langue à elle, le rapport qu'elle a avec les autres langues, les langues qu'elle considère comme ennemies, et puis ensuite le français qui va être d'abord une langue complètement inconnue, synonyme de peur, d'angoisse pour elle, puisque quand elle arrive en Suisse, elle a l'impression de repartir complètement à zéro. Elle qui a appris à lire très très jeune, puisque l'un de ses parents était instituteur, elle a appris très vite à lire, très vite à parler le hongrois. Et quand elle arrive en Suisse, elle se sent complètement démunie. Elle va mettre un bon moment à s'acclimater et à maîtriser la langue. D'ailleurs, ça fait complètement écho au titre de son autobiographie qui est L'Analphabète. Cette autrice, elle a vraiment un syndrome de l'imposteur, si je puis dire. Elle se considère pas
légitime à écrire en français. Et même au-delà de ça, elle voit le fait d'écrire en français comme un véritable challenge, un moyen de se montrer à elle-même qu'elle est capable, qu'elle peut se faire comprendre dans cette langue. Je vais pas rentrer dans plus de détails de l'histoire. Peut-être que je vous en ferai un jour une vidéo avec une analyse très précise de chaque partie et des réflexions qu'elle propose. Et pour résumer mon avis, c'est un récit qui m'a énormément impactée, notamment par les thématiques qu'il aborde, mais aussi le style d'écriture qui est à la fois simple et très poétique. C'est quelque chose que je remarquais aussi dans ces pièces de théâtre et c'était chouette de retrouver cette écriture-là. D'ailleurs, j'ai très hâte de lire ses romans. Je pense que ce sera chose faite cette année, au moins quelques-uns. Si vous êtes fan, absolument fan de récits autobiographiques et surtout de récits autobiographiques féminins, vraiment allez-y. Et même si c'est pas un genre que vous aimez d'habitude, ce qui est mon cas, ça peut vous permettre de vous réconcilier un petit peu avec l'autobiographie. On passe ensuite au roman L'Ogre de Jacques Chessex. Je le dis bien maintenant parce que j'avais lu un de ses romans fin de l'année 2024 et je vous avais fait un retour en me trompant de prononciation du nom de famille, donc je me suis sentie un petit peu bêta sur le coup, mais j'ai bien vérifié, c'est Jacques Chessex. C'est l'auteur du Vampire d'Europraz et dans mon bilan de mes lectures de l'année 2024, je vous avais dit que j'avais été un petit peu troublée par ce roman parce que j'avais l'impression qu'il était assez intéressant, que le style d'écriture pouvait me plaire, mais que j'étais passée à côté de l'histoire parce que trop bizarre, trop glauque peut-être. Et comme Jacques Chessex est un auteur, encore une fois, suisse, qui est très très connu, je me suis dit que j'allais lire d'autres choses. Et ben, au final, je suis tombée sur bien pire que le Vampire d'Europraz et L'Ogre a été un véritable flop. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que L'Ogre, c'est pas n'importe quel roman. Il est sorti en 1973 et il a reçu le prix Goncourt cette même année. Alors évidemment, je vous ai déjà dit, je ne pense pas que les prix littéraires soient un gage de qualité. Je pense qu'il y a des très bons livres qui ne seront juste jamais récompensés. Je pense qu'il y a des livres que je n'aime pas ou alors qui sont communément admis comme mauvais qui reçoivent quand même des prix puisque c'est pas seulement des enjeux et des critères littéraires. Il y a tout un truc de réseau, de politique, enfin bref. D'ailleurs, avant de le commencer, je ne savais même pas que c'était un prix Goncourt. Je l'ai appris après en faisant mes recherches dessus. L'Ogre, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Jean et qui vient de perdre son père et ce deuil, ce décès, va faire ressurgir un petit peu tout son passé avec son histoire extrêmement conflictuelle, sa relation extrêmement conflictuelle avec son père. D'où le titre du roman, il considère son père comme un ogre. Bref. Jusque-là, vous me direz assez classique. Des personnages qui ont des parents horribles, il y en a eu plein, et il y en aura encore plein. Seulement, voilà. Plusieurs choses qui m'ont dérangée dans ce livre. Déjà, de manière très pragmatique, le style d'écriture. J'ai pas accroché. Dans le Vampire d'Europraz, j'avais trouvé le style d'écriture un petit peu déroutant. Là, j'ai pas du tout aimé. C'est un avis complètement personnel. J'ai trouvé le style pauvre, pas très recherché. Une fois que je me suis habituée à ça et que j'ai voulu me concentrer sur l'intrigue, puisque je pouvais pas vraiment me concentrer sur la beauté de la plume, quelle intrigue! Alors, on a le personnage de Jean, donc, qui est, je sais plus, dans la quarantaine, qui est prof de latin dans un établissement, un lycée. J'ai trouvé ce personnage extrêmement dérangeant, surtout que on suit l'histoire de son point de vue, donc on est sans cesse dans sa tête, avec ses pensées qui sont intrusives et absolument abjectes. Dès les premières pages, j'ai eu la puce à l'oreille parce qu'il y a eu des propos et des descriptions de personnages féminins, notamment des élèves de ce fameux professeur qui était, selon moi, très dépassé. Alors oui, le livre a été écrit dans les années 70. Malgré tout, je ne suis pas partisane de dire que autre temps, autre meurt. Je trouve que c'est
réflexion assez facile. Les descriptions donc et les personnages féminins dès le début décrits énormément à travers leur physique, des réflexions sur des jeunes filles qui ont 16-17 ans de la part d'un personnage qui est censé en avoir 40-50. J'étais en mode ouais, je suis pas sûre que ça va me plaire en fait. Alors attention les âmes sensibles, on a des scènes de violence sur les enfants, on a des scènes de sexe qui sont très graphiques, dérangeantes surtout, au vu des écarts d'âge entre les personnages. On a juste un livre qui présente un complexe d'Oedipe très dérangeant, saupoudré de psychanalyse. On est dans les années 70, donc autant dire que c'était un petit peu la référence. Donc on va avoir des réflexions psychanalytiques sur la place du père dans le développement de l'enfant, son rapport avec sa mère. J'ai trouvé ça limite. Je me suis dit malgré tout que j'allais le terminer, puisque bon, je l'avais commencé, j'avais déjà passé plusieurs heures dessus. Je me suis dit que j'allais aller jusqu'à la fin pour avoir le fin mot de l'histoire. Alors, la dernière scène encore pire, puisque on a même pas une tentative. Alors, je vais pas pouvoir dire le mot parce que sinon ma vidéo va avoir un avertissement ou un truc comme ça. Donc, il y a une tentative S. C'est pas une tentative en fait, c'est un S à la fin. Donc, j'ai pas vraiment compris l'intérêt, j'ai pas compris le message du livre, j'ai pas trouvé que c'était forcément très bien écrit, j'ai pas trouvé que l'histoire était intéressante dans les choses horribles qu'elle décrivait. Non, bon, c'était un flop, un gros flop. Je vous le conseille pas, j'ai tenté l'expérience pour vous, vous ne m'avez rien demandé, d'ailleurs je ne m'étais rien demandé non plus. Mais bon, j'ai envie de dire, il en faut des lectures déception comme ça. Heureusement, juste après, j'ai lu un autre prix Goncourt. Je cherchais une lecture pour mon voyage au Maroc, puisque je suis partie au Maroc il y a maintenant 1 mois et demi. Et n'ayant jamais lu de littérature marocaine, je me suis dit que j'allais m'y mettre. Alors je vous l'accorde, commencer par un prix Goncourt n'est pas le choix le plus original du monde. Et je pense que la littérature marocaine est bien plus... C'est même pas je pense, c'est que je sais, est bien plus vaste que ça, qu'il y aurait d'autres exemples d'auteurs et d'œuvres qui sont très intéressantes. J'ai commencé par un gros classique et pour le coup j'ai pas du tout été déçue. Ce roman s'appelle La Nuit Sacrée et ça a été un coup de cœur à bien des niveaux. Premièrement, pour le coup la plume est extrêmement riche, poétique, incisive aussi puisqu'on va toucher à des sujets qui sont extrêmement touchy. Au-delà de ça, l'intrigue m'a beaucoup intéressée, les propos et les réflexions qui sont menées derrière aussi. On a un roman, alors je sais pas si on peut le considérer comme du réalisme magique, mais il y a une petite touche de poésie, de féerie. On a un aspect un petit peu conte que j'ai énormément aimé. Alors, La Nuit Sacrée, c'est la suite d'un autre roman de Tahar Ben Jelloun qui s'appelle L'Enfant de Sable. Les deux romans peuvent se lire indépendamment, mais La Nuit Sacrée reprend les mêmes personnages un peu plus tard dans leur vie, donc ça m'a donné très envie de lire L'Enfant de Sable, et ça m'a pas du tout empêché de comprendre La Nuit Sacrée. On va suivre un personnage qui vient aussi de perdre son père, comme quoi c'est le fil conducteur de mes deux dernières lectures. Depuis qu'elle est petite, son père l'a fait passer pour un homme parce qu'il n'a pas eu de fils et il voulait un garçon pour pouvoir lui transmettre son héritage, son patrimoine. Et du coup, il l'a fait passer pour un homme. Seulement maintenant que son père est mort, elle décide de partir de l'endroit où elle a toujours vécu sous l'identité d'un homme pour pouvoir se réinventer et devenir la femme qu'elle n'a jamais pu être. Elle va partir, elle va voyager dans beaucoup d'endroits du Maroc et elle va à la fois découvrir donc, ces paysages, mais aussi elle va faire beaucoup de rencontres et elle va se découvrir elle-même puisque, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que les gens la perçoivent comme une femme et donc elle se rend compte à quel point leur regard sur
elle/lui a changé. Elle va vivre tout un tas d'aventures. Elle va arriver dans la ville d'Agadir où elle va être accueillie par un couple un petit peu étrange, avec une dynamique très très étrange entre les deux. Et de là va naître une histoire d'amour. Alors l'histoire d'amour n'est pas du tout le cœur de l'intrigue comme je vous l'ai dit, c'est plutôt sa découverte d'elle-même. Là encore on a des scènes qui sont extrêmement difficiles à lire, on a des violences sur les femmes essentiellement. Donc si vous êtes sensible, peut-être faites attention à ce niveau-là, renseignez-vous. Mais pour le coup, ces scènes nourrissent l'intrigue, nourrissent la réflexion, elles sont absolument pas gratuites, elles sont là pour nous démontrer quelque chose et ça, je trouve ça bien. Je vais pas du tout condamner chaque livre qui contient des scènes horribles puisque parfois elles portent un propos. C'est pas le cas dans l'ogre, c'est complètement le cas dans La Nuit Sacrée. Comme je vous l'ai dit, on a aussi toute une dimension un peu plus onirique. On fait beaucoup de clins d'œil à des contes, que ce soit des contes français, donc Perrault, etc., que l'auteur a beaucoup lu. D'ailleurs, il a écrit un recueil de réécriture des contes de Perrault que j'ai lu, mais qui sera du coup dans le prochain point lecture. On a aussi tout un tas de références aux Mille et une nuits, et j'ai trouvé ça super intéressant, super bien amené, et ça m'a fait énormément de bien de découvrir d'autres types de littérature. Pour le coup, j'avais jamais lu de littérature marocaine et ça m'a donné envie d'en découvrir beaucoup plus. Je vous le conseille donc à 3000%. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serais assez curieuse parce que j'ai vu sur internet que les avis divergeaient beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. Bon, en fait j'ai une petite feuille où j'ai noté les titres des livres et du coup j'arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure. On passe maintenant à la dernière lecture que j'ai faite, ou en tout cas la dernière que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du roman Vipère au point d'Hervé Bazin, un gros classique de la littérature française du XXe siècle, et on est encore une fois sur une histoire de parents toxiques. Voilà. Alors là, pour une fois, c'est pas le père, enfin, quoique, c'est plus la mère. Il faut savoir que Vipère au point, c'est un livre qu'on lit beaucoup au collège ou au lycée. Alors je ne sais pas pourquoi je suis passée entre les gouttes. Je ne connaissais pas l'existence de ce livre jusqu'à ce que j'arrive en licence de lettres, ce qui est quand même assez tard. Vipère au point, grossièrement, c'est l'histoire de Jean, encore une fois, Jean Réseau, qui est un petit garçon qui vit dans une famille où ils sont 3 frères. Donc lui, c'est celui du milieu. Et donc il y a son père et sa mère qui est littéralement son pire cauchemar. Elle est absolument désagréable, elle manipule tout le monde, elle s'occupe pas très bien de ses enfants. Elle a un petit peu la main lourde au sens littéral comme au sens figuré puisque elle punit énormément ses enfants. Enfin bref, une mère qu'on aimerait tout savoir finalement. Honnêtement, ce livre, je suis contente de l'avoir lu parce que c'est un gros classique et que je trouve, et je pèse mes mots, que l'Incipit, donc le début de Vipère au point, est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, mais en même temps j'ai l'Incipit du parfum en tête et je ne peux pas me le sortir. On va dire que l'Incipit de Vipère au point est dans le top 3 et il aurait la 2e place très méritée du meilleur début de roman classique et même de roman tout court. La façon dont c'est raconté, on comprend tout. Avec ce début, c'est tellement efficace qu'on comprend tous les enjeux, on comprend le caractère du personnage principal, on comprend le caractère de sa mère et c'est écrit de manière tellement ironique, mordante. Alors ça pour le coup c'est un truc qu'on peut pas enlever au style de Bazin. C'est une plume qui est très très sarcastique, très très ironique et qui m'a fait franchement rire à plein de moments dans le livre. Seulement le milieu, je l'ai trouvé assez ennuyant parce qu'en fait à un moment au milieu du livre, la mère part, je vous dis pas pourquoi, elle va revenir, vous inquiétez pas, et du coup les enfants se retrouvent tout seuls avec leur père et c'est un moment un peu creux dans l'intrigue que j'ai pas forcément apprécié et du coup on essaye de combler l'absence de la mère par beaucoup de descriptions, notamment
des cours que reçoivent les enfants sur la botanique. Alors apparemment, Bazin est un grand fan de botanique, moi j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Et puis on a aussi une grosse obsession du personnage principal. Alors sachez que Vipère au point est une autofiction, donc quand je dis personnage principal, comprenez Bazin derrière, parce que là pour le coup on ne peut pas séparer le personnage principal, le narrateur et l'auteur, puisque autofiction. Et il y a une obsession qui est faite sur la généalogie, sur la descendance, et pendant plusieurs pages, le personnage va un petit peu passer en revue tout son arbre généalogique pour nous expliquer à quel point il vient d'une famille importante, à quel point du coup lui est hyper important parce que riche, parce que fils de machin, petit-fils de machin, de l'autre côté, bla bla bla. Et puis à la fin, Jean grandit un petit peu et devient ado. Et là aussi, pareil, des réflexions, des descriptions des femmes qui sont absolument désastreuses. Alors pour le coup, Vipère au point, c'est sorti dans les années 40, donc c'est encore plus daté que l'ogre. Mais bon, enfin, c'est pas nécessaire, ça sert pas le propos. Et bah déjà, la vision qu'il a de sa mère est pas folle. Et d'un côté, on peut comprendre, vu qu'elle est maltraitante. Mais du coup, il prend cette vision-là et va la coller sur toutes les femmes qu'il rencontre. Alors il faut savoir que Vipère au point, c'est le premier tome d'une trilogie qui va plus ou moins explorer toute sa vie, toujours en parallèle avec la relation qu'il a avec sa mère. Et donc, à la fin du Vipère au point, on a les premières relations qu'il a avec des femmes, qui comparent à sa mère. Enfin, encore une fois, le deep est puissant. Et j'ai trouvé ça pas forcément nécessaire. Après, comme je vous l'ai dit, le style d'écriture est extrêmement fin, intéressant. L'histoire peut être intéressante et ce qui est cool, c'est que c'est quand même assez court comme roman. Donc quand je vous dis que je me suis ennuyée, je me suis pas non plus ennuyée pendant 1000 pages quoi. Mais mine de rien, je peux pas vous dire de ne pas lire ce livre. Je vous conseille même de le lire. Au moins l'incipit pour comprendre un petit peu ce que je vous dis. Parce que c'est bien écrit. Et si vous aimez un petit peu le trip généalogie, récit de vie, etc., je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. Je vous ai présenté les 4 livres. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu un et surtout quel est votre avis dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite maintenant de très bonnes lectures, une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!